Lors du dernier webinaire en décembre, nous avions vu que grâce aux 8 clés du bien-être, nous pouvions facilement identifier les bonnes actions nous permettant de rehausser notre courbe du bien-être quotidienne. Mais une fois les points de blocage révélés, le cœur du travail entamé chez Meristem est de rendre les changements positifs durables, chose que nous oublions trop souvent. En effet, nous avons tous tendance à répondre à une situation insatisfaisante par une action immédiate, mais bien souvent éphémère. Comme lorsqu'après une période de travail exténuante, nous décidons de nous ressourcer en vacances, mais qu'à notre retour, le rythme des tracas reprend de plus belle. Les résultats sur notre santé, à la fois mentale et physique, sont alors rapides, mais s'estompent tout aussi rapidement. Dès le début, en nous confrontant à un problème récurrent, nous devrions nous demander si l'action corrective va permettre d'instaurer des modifications sur le long terme, des changements bienvenus, mais surtout un bien-être durable. Nous vous proposons donc aujourd'hui d'aborder ensemble votre bien-être à travers deux composants essentiels, l'entraînement et le calibrage, et de découvrir comment mettre en application ces concepts pour développer des résultats durables. Toute l'équipe Meristem est ravie de vous retrouver et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire. Bonsoir et bienvenue au troisième webinaire organisé par Meristem. Et oui, vous avez bien dû remarquer que ce n'est pas la même voix que d'habitude. Je me présente donc. Je suis Hélène Ramarosson, consultante junior en organisation d'entreprise. Et c'est moi qui ai l'honneur ce soir de vous présenter la méthode pour construire le bien-être durable avec Sylvie Gardao et Alexandre Kerangal, que vous connaissez sûrement déjà. Donc, vous les voyez là apparaître sur votre écran. Je vais donc vous présenter le déroulement des webinaires qui se fait, comme d'habitude, en 5 parties. N'oubliez pas qu'il y aura aussi une partie dédiée aux questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte qui vous permet de le faire. Nous vous proposerons également de répondre à 2 petits quiz au cours du webinaire. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est donc de cocher la case correspondant à votre réponse dans la fenêtre qui s'ouvrira sur votre écran au moment du quiz. Commençons maintenant par prendre un peu de recul et de la hauteur. Je ne sais pas vous, mais j'ai régulièrement des petits moments de stress au cours de ma semaine typique de boulot ou d'études. Il suffit d'un petit imprévu, d'une petite dispute, ou bien même d'une mauvaise nouvelle pour que ma bonne humeur, mon énergie et donc bien évidemment mon bien-être en prennent un coup. Tiens, hier par exemple, je me lève à 6h30, comme d'habitude, je fais un peu de stretching, un peu de yoga, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner et je pars dans le métro pour aller à la bibliothèque travailler. Normal. J'arrive tranquillement, enfin prête à me mettre au travail, mais non. Comme une idiote, j'avais oublié de mettre mon ordinateur à charger et j'étais partie de la maison sans mon chargeur. Donc impossible de me mettre au boulot que j'avais prévu d'accomplir dans la matinée. En plus, il fallait que je finisse de préparer une présentation pour un meeting Zoom juste en début d'après-midi. Donc évidemment, je me suis pris la tête et je me suis mise dans une situation de pression et de stress qui a gâché toute ma journée, vraiment toute ma journée. Je suis rentrée chez moi, j'avais même pas faim, ma sœur est rentrée, on s'est enguirlandé. Tout ça jusqu'à ce que je me pose dans mon lit le soir et que je révise le déroulement de ma journée. J'avais été dans une situation de mal-être tout le temps, alors qu'en réalité, la journée avait plutôt bien commencé, comme d'habitude. Le meeting Zoom, en plus, s'était bien passé. Et qu'au lieu de travailler le matin, j'avais pris le temps de chiller un peu, chose que je ne fais pas souvent. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la difficulté à revenir à un niveau de bien-être et qu'en fait, notre cerveau, il restait assez longtemps dans le mal-être. Et vous, est-ce que c'est également votre cas? Avez-vous vécu des situations semblables à la mienne? En tout, c'est quand même fou comme j'ai pris des heures à revenir à un état de bien-être, non? Donc, je vous laisse répondre au petit quiz dont je vous parlais. Combien de temps pensez-vous mettre pour revenir à un état de bien-être? Je vous laisse lire les 3 réponses possibles et cocher la case qui vous correspond le mieux. Donc, on voit qu'il n'y a personne qui n'a pas de mal du tout en quelques minutes. Quelques personnes sont dans le même cas que moi, donc plusieurs heures quand le mal-être est là, difficile de le déloger.
Et pour pas mal de personnes, pour la majorité, 67%, ça dépend. Parfois, j'y parviens vite, parfois non. Je n'ai pas vraiment de méthode. Mais donc, arrive la question, pourquoi est-ce si difficile de se remettre d'une émotion négative? Eh bien, pour mieux comprendre, je vais tout simplement vous donner l'image d'un cocktail. Quand vous buvez un cocktail, vous vous sentez un peu partir et votre organisme met plusieurs heures à digérer les différents alcools. Eh bien, avec le mal-être et le stress, c'est le même principe. Les émotions négatives entraînent la production de différentes hormones. C'est donc comme si vous buviez un cocktail de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline, qui augmente votre flux sanguin, votre rythme respiratoire et affaiblit votre régulation émotionnelle. Comme avec l'alcool, le corps met donc plusieurs heures à éliminer ces substances et à revenir à la normale. Pour réduire la durée du mal-être, il faut donc réduire la quantité d'hormones négatives produites. Mais comment? Comment éviter de s'emporter pour un rien? Comment retrouver vite son calme? Comment reconnaître une situation qui nous cause du mal-être? Et comment anticiper nos réactions et celles des autres? Bref, comment construire un filet de sécurité pour limiter les effets de ce cocktail et construire un bien-être durable? C'est pour ça que maintenant, je vais passer à un petit peu de théorie pour vous expliquer tout ça. Pour augmenter la durabilité de votre bien-être, nous allons travailler deux facteurs qu'on vous a déjà mentionnés dans la vidéo, l'entraînement et le calibrage. Un des secrets, c'est de mettre son esprit au service de notre bien-être et de ne pas le laisser nous entraîner vers ce qui ne va pas. Si l'on veut que notre corps réponde à n'importe quelle situation, on s'entraîne, on va à la salle et on fait de la fitness. Eh bien, si on veut que notre mental réponde à n'importe quelle situation, c'est pareil, on l'entraîne. Le mental fitness permet de construire les voies neuronales du bien-être et ce de façon durable. Il s'agit d'utiliser des outils et des techniques simples, mais efficaces, issus des neurosciences et des sciences organisationnelles pour mettre en place un état d'esprit positif. De cette manière, nous utilisons l'ensemble de notre potentiel, nous nous sentons mieux et nous sommes donc plus performants. Maintenant que vous avez mieux compris comment favoriser des réponses positives dans le cerveau, on pourrait en rester là, tout seul, avec notre bien-être, mais sans pouvoir se motiver ou même se challenger et se dépasser. Et pourtant, se mettre au défi est primordial. C'est ce qui nous permet de passer à l'action. C'est la raison d'être de nos performances. Comment alors relever des défis tout en conservant notre bien-être? Nous nous sommes basés sur les recherches menées par le Flow Research Collective qui étudie ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps lorsque les humains fonctionnent de manière optimale et qu'ils sont dans le flow. Ces recherches montrent qu'il existe trois sortes de tâches. Les tâches ennuyeuses, qu'on pourrait faire les yeux fermés. Pour vous donner un exemple concret, moi, par exemple, quand je fais des joggings et que je ne me donne pas de but de temps à atteindre ou de vitesse à atteindre, eh bien, je me lasse vite et je perds la motivation durant ma course. Ensuite, il y a les tâches super difficiles qu'on n'imagine même pas être capable de réaliser et qui nous causent du stress. Pour reprendre l'exemple du jogging, pour moi, si je me challenge à courir pendant 1 heure à un rythme ultra rapide, je vais vite me rendre compte que c'est impossible à atteindre et je vais sûrement devoir abandonner au bout d'une vingtaine de minutes. Et enfin, viennent les tâches qui nous sortent juste ce qu'il faut de notre zone de confort pour nous stimuler, nous mettre au défi, mais pas trop quand même, pour qu'on se sente capable d'y arriver et qu'on garde confiance. Par exemple, moi, quand je me mets un défi de faire un petit kilomètre en plus que d'habitude ou de réaliser ma course habituelle en quelques minutes de moins, voire quelques secondes de moins, eh bien, pendant que je cours, je me sens emportée par ce défi et que je me sens capable d'atteindre, évidemment, et j'oublie donc toute sensation qui pourrait m'être désagréable pendant ma course. C'est donc en calibrant ce type de tâches qu'on fonctionne de manière optimale et qu'on est au top de notre niveau de performance. C'est là qu'on est dans le flow. Je sais que c'est pas très clair tout ça, et donc c'est pour ça que j'invite Alexandre Kerangal du coup à nous donner un petit témoignage du flow. Vas-y Alex, je te laisse la parole. Donc, merci beaucoup et bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Et en effet, pour rebondir sur ce que vient de vous présenter Hélène, donc, je voulais moi aussi parler un petit peu de ces différentes tâches dans lesquelles je peux expérimenter le concept du flow. Moi, je sais qu'il y a certaines tâches assez récurrentes dans ce que je suis à même de faire,
dans lesquels j'expérimente quasi constamment le flow, à savoir quand je fais du code informatique, quand je monte une vidéo, que ce soit pour le travail ou une vidéo de vacances plus personnelle, ou bien quand je joue à des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont un parfait terrain d'étude pour le système du flow. Et donc, en prenant un peu de recul et en me posant la question de savoir quelles étaient les caractéristiques de ces 3 différentes tâches, je me suis rendu compte qu'elles correspondaient, qu'elles se recoupaient toutes sur certaines caractéristiques. Tout d'abord, parmi ces 3 tâches, je me sens toujours challengé, mais jamais en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre mes compétences et ce que me demande la tâche, mais jamais une problématique trop forte ne vient me poser une difficulté qui me donnerait envie d'abandonner. Ensuite, bien souvent, je me donne le temps pour faire ces différentes tâches. Je ne les contrains pas à une période de temps trop dans le rush, trop précipité, ce qui fait que j'élimine tout mauvais stress. Je les fais parce que j'ai envie de les faire, parce qu'il y a un challenge, mais je ne les fais pas sous la contrainte. Ensuite, il y a toujours un sentiment d'accomplissement. Je progresse, j'apprends des choses, mais à mon rythme. Et surtout, j'ai une idée claire de ce que je veux obtenir, que ce soit pour le code informatique, j'ai une maquette, on va dire, peut-être du site Internet. Je sais ce que je veux, je sais à quel endroit je veux que les choses soient. Quand je monte une vidéo, je sais dans quel ordre et quel effet je veux obtenir à la fin. Et quand je fais un jeu vidéo, tout bêtement, il y a cette idée de progression qu'on a tous déjà pu expérimenter si on a déjà eu une manette en main. Et enfin, je pense qu'une des caractéristiques les plus importantes et qui est la plus révélatrice du flow, c'est la perte de notion du temps. Très souvent, on se lance dans des tâches et on se dit qu'on s'y met pour peut-être un quart d'heure, une demi-heure, et au bout de 3 heures, on y est encore. Et les tâches qui nous font expérimenter le flow, on y passe énormément de temps sans s'en apercevoir et ce n'est jamais problématique. On a aimé passer ce temps-là sans s'en rendre compte. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérience pour vous donner mon ressenti sur les tâches du flow et surtout vous donner peut-être une image un peu plus précise, je l'espère, et je rends la parole à Hélène. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. J'espère du coup que cet apport théorique ainsi que la contribution d'Alex vous a aidé à un peu mieux comprendre l'idée derrière le bien-être durable. Nous avons donc bien pu voir que pour construire un bien-être durable, l'entraînement et le calibrage sont nécessaires. Une personne qui est dans le bien-être durable aura donc mis en place une boucle positive où toutes ses actions auront un impact positif. Pour faire le point et voir où vous en êtes, je vous propose maintenant un temps pour revenir à vous, à travers cet exercice d'apparence simple, mais qui permet tout d'abord de mettre en évidence les conséquences du mal-être. Le principe est assez simple, il faut remplir les cases en cherchant toujours les conséquences. Par exemple, si mes tâches ne sont pas bien calibrées ou trop nombreuses ou trop difficiles, eh bien, je suis stressée. Donc, j'ai du mal à travailler. Du coup, je me mets en retard dans mes dossiers qui s'empilent et je suis obligée de ramener du travail à la maison. Alors, je n'ai pas le temps de profiter de ma famille et je ne prends pas le temps de prendre soin de mon bien-être, ce qui me stresse. Et c'est donc reparti pour un tour. On observe donc en quelque sorte l'apparition et l'existence d'un cercle négatif qui nous emprisonne dans une sorte de situation de mal-être. De la même manière, il est intéressant de prendre conscience de la boucle positive dont je parlais précédemment, qui est mise en place quand on se sent bien. Prenons simplement le contre-exemple. Si les tâches que j'ai à accomplir sont bien calibrées et que je suis satisfaite de ce que je fais, bien, je suis bien. Du coup, je travaille de façon efficace, je suis alors dans mes dossiers, et je peux revenir à la maison l'esprit libre, prendre du temps pour moi, du temps avec ma famille, et donc je suis bien. Et c'est reparti pour un tour, comme vous le voyez. Je vais vous inviter à faire cet exercice tranquillement chez vous, quand vous aurez le temps et quand vous en aurez envie, parce qu'on va vous l'envoyer évidemment avec d'autres ressources à la fin du webinaire, comme d'habitude. Encore une fois, on a donc bien vu que ces petits exercices simples mais efficaces permettent de se rendre compte de votre mal-être et d'initier la mise en place du bien-être durable. Et c'est donc dans cet esprit que Meristem a le plaisir de vous présenter l'opportunité de participer à notre atelier que Sylvie Gardao va vous présenter. Sylvie, je te passe la main. Merci Hélène et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e webinaire. Bienvenue à ceux qui nous découvrent ce soir. Alors, on ne va pas tout de suite parler de l'atelier.
je vais commencer par vous poser une question. Parmi vous, peut-être que tous ou certains ont pris des bonnes résolutions. Si oui, j'aurais que vous arrêtiez un petit peu sur ces bonnes résolutions et que vous fassiez le point aujourd'hui. D'où est-ce que vous en êtes? Je vais lancer un petit sondage. Nos sondages sont complètement anonymes. Donc, vous répondez absolument librement. On n'en fait rien et on n'y a pas accès derrière ensuite. Voilà, je voulais vous demander à ce jour, ma bonne résolution la plus importante, est-ce que vous êtes plutôt en route pour la tenir ou bien on dirait qu'elle s'éloigne? Vous répondez. Alors, il y en a parmi vous qui ont pris la sagesse de ne pas prendre de bonnes résolutions. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en majorité plutôt en route pour la tenir. C'est donc bien, je vous en félicite parce qu'aujourd'hui, on est le 19 janvier et le 19 janvier, d'après une étude qui a été menée en Australie, c'est précisément la date à laquelle on abandonne ces bonnes résolutions. Voilà. Ils ont fait une étude et statistiquement, 19 jours après avoir pris sa bonne résolution du 1er janvier, eh ben, on commence déjà à en lâcher certaines et les plus importantes. Tout ça pour revenir à la notion de calibrage dont Hélène vous a parlé tout à l'heure. Très certainement, quand on commence à abandonner un objectif, une bonne résolution dans le cadre du début d'année, c'est parce qu'on n'a pas bien calibré cette bonne résolution. Peut-être qu'on est allé trop haut, qu'on a visé trop fort, et du coup, notre cerveau n'enregistre pas cette bonne résolution comme une récompense. Il va plutôt enregistrer cette bonne résolution comme quelque chose de contraignant, quelque chose d'aversif. Et donc, ce qui va être important dans l'entraînement, ça va être finalement d'entraîner notre cerveau à rendre difficile ce qu'on ne veut plus et à rendre facile ce que l'on veut. Et c'est exactement ce qu'Hélène vous a expliqué dans ce cercle vicieux du mal-être et cette boucle vertueuse du bien-être. Ces deux outils ont ceci d'intéressant et de puissant, c'est qu'ils vous permettent de faire très précisément une pause et de prendre conscience de tout ce que vous générez quand vous êtes en situation de mal-être. Donc, c'est précisément ce que vous ne voulez plus. Ça vous permet d'en faire une bonne photographie. Et à côté de ça, de mettre en place des images de tout ce qui vous arrive et des conséquences quand vous êtes en situation de bien-être. Et donc là, vous mettez dans la balance dans votre cerveau de ce que vous voulez, de ce qui est agréable pour vous. Donc, c'est absolument essentiel, ces deux notions en fait d'entraînement d'un côté et de calibrage de l'autre, parce que c'est bien la combinaison des deux qui va vous permettre de mettre en place des habitudes. Et Hélène parlait tout à l'heure des voies neuronales dans votre cerveau, de manière à ce que vous l'entraîniez petit à petit, juste ce qu'il faut pour que vous soyez constant dans l'effort pour construire ces voies neuronales positives. Alors, chez Beristem, nos accompagnements sont basés sur une méthode qu'on a développée qui s'appelle le 8-4-1 aptitude, qui justement sont faits pour d'un côté vous entraîner et de l'autre côté vous apprendre à calibrer. On revient tout de suite sur la méthode. Je laisse Alexandre lancer une vidéo sur cette méthode. Je vous retrouve tout de suite après. Travailler sur ses sources d'inconfort et à plus forte raison sur son bien-être n'est pas toujours chose facile. Et pourtant, nous avons tous en nous les compétences pour identifier, corriger, développer les bonnes actions ou tout simplement faire le premier pas. Pour Meristem, cette capacité porte un nom, l'aptitude. Cette disposition naturelle que nous avons à maintenir notre bien-être et à performer, à nous lancer et à croire en nos projets, à comprendre les choses qui nous entourent et à trouver des solutions. L'aptitude, nous l'avons tous. Encore faut-il en avoir conscience et apprendre à la renforcer. Pour cela, il faut commencer par comprendre notre situation. Les 8 clés du bien-être ont pour rôle de vous éclairer sur votre situation et de poser les bases du changement. Puis vient le temps de la planification et du passage à l'action. Le processus Meristem se décline en 4 étapes qui vous accompagnent dans la mise en place du changement selon votre rythme.
afin que les évolutions soient progressives et surtout, encore une fois, durables. Enfin, oublions le pragmatisme un instant et permettons-nous de rêver avec un objectif, cette force qui saura vous motiver dans les moments de doute car vous aurez la conviction que tout ce que vous faites en vaut la peine. Quand vous ne saurez pas où aller, votre objectif sera un phare qui vous fera avancer. Meristem a ainsi développé la méthode 8-4-1 aptitude pour vous accompagner dans vos projets en permettant d'affiner leur planification pour que toutes les actions, même les plus petites, soient pertinentes et vous fassent progresser pour que le changement engagé soit riche de sens, progressif et motivant et que vous développiez votre aptitude à maintenir un bien-être durable. Alors, pour résumer finalement les 3 points clés de cette méthode 8-4-1 aptitude, en fait, la méthode 8-4-1 aptitude, elle se base d'abord sur les 8 clés du bien-être. Pour ceux qui ont assisté à notre précédent webinaire, on vous proposait de scanner ces 8 clés, car chez Meristem, on a défini en fait le bien-être à travers 8 clés, comme par exemple la communication, la gestion de projet, les compétences ou encore les relations, considérant qu'en fait, quand une de ces 8 clés était un peu en difficulté, ça vous mettait en situation générale de mal-être. Mais ça permettait en même temps de spécifier ce qui n'allait pas. Donc, on commence d'abord par aller scanner ces 8 clés et voir laquelle est en déficit. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans un processus en 4 étapes et c'est précisément le mental fitness qu'on vous propose de faire. Ces 4 étapes, vous allez les dérouler à chaque séance. Alors, il y a une grande séance qui commence par la connaissance, la prise de conscience de la situation actuelle, la connaissance en fait que vous avez de vous-même. Ensuite, la définition de l'objectif, puis vous allez mener les actions pour pouvoir faire des expériences, atteindre votre objectif et enfin, on va faire une petite boucle de retour et de feedback. Donc, ces 4 étapes, quand elles sont répétées d'une séance à l'autre, elles vous entraînent finalement au mental fitness. Et puis le flow, il arrive avec la fixation de cette situation désirée que vous voulez atteindre. C'est votre objectif. C'est celui qui va être la force motrice en fait de votre projet. Donc, cette méthode 8-4-1 aptitude, elle combine vraiment ces 2 éléments que sont le mental fitness d'un côté et puis le calibrage de l'objectif de l'autre. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est précisément un atelier pour avancer et un atelier pour vous entraîner au mental fitness. Tout à l'heure, Hélène, elle vous a expliqué ce en quoi consistait le mental fitness. L'atelier qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler dessus et de vous entraîner, d'entraîner votre cerveau à construire les voies neuronales positives. La première chose dans cet atelier, c'est que vous allez apprendre à reconnaître celui qu'on appelle votre saboteur. Vous allez en prendre conscience et vous allez le reconnaître. Le saboteur, en fait, c'est ce mécanisme qui se met automatiquement en route et qui est déclenché par une situation. Hélène en a décrit une tout à l'heure qu'elle a vécue. Mais des fois, c'est aussi une attitude, un mot, une phrase qui va déclencher tout ce mécanisme-là et qui va vous faire partir sur la voie des émotions, qui va ensuite déclencher tout votre système de croyances, qui va ensuite vous amener sur le jugement. Donc précisément, cette voie neuronale-là qui va vous amener vers la zone pas bien, et vraiment la zone mal-être, et puis qui va aller s'entretenir. Donc l'idée, c'est de venir reconnaître votre saboteur. Et puis, c'est de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, ce qu'il se passe, et réaliser qu'en fait, vous avez toujours complètement les moyens de reprendre le contrôle. Et reprendre ce contrôle, c'est aller finalement activer en réponse à ce saboteur un sage. Un sage, c'est celui qui vous permet de répondre de manière appropriée à cette situation de mal-être dans laquelle vous êtes. Le sage, c'est celui qui va vous entraîner à favoriser dans une situation la motivation, l'empathie, la curiosité, la créativité, tout ça en fait pour aller générer des comportements et des actions constructives. Donc cet atelier qu'on vous propose, il s'appelle S'entraîner donc au mental fitness et il a lieu à vos agendas pour ceux qui sont intéressés et motivés, on va y revenir tout de suite. Il a lieu le samedi 5 février de 9 h à midi. Alors,
pour participer, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous avez vu, il dure une demi-journée environ, c'est 3 heures, ça dépend du nombre de participants. Justement, ce nombre de participants, l'atelier, il est validé à partir de 3 participants minimum et 10 participants maximum. Et c'est ce qui va le faire varier la durée, en fait. Il a lieu en ligne. Alors, c'est important de vous dire que nos coachs ont travaillé de manière à ce que dans cet atelier qui se passe en ligne, il y ait des forts moments d'interaction et d'interactivité pour que le groupe s'enrichisse des expériences des autres participants. Et puis, il y a aussi des moments d'introspection où vous allez travailler seul face à vous-même. Donc, vous allez vivre 3 temps forts dans cet atelier, comme dans tous nos ateliers d'ailleurs. Vous commencez toujours par des exercices de mise en situation, comme ça vous met dans le bain tout de suite. On se remet dans le paysage de la situation. Et puis ensuite, le coach va vous amener quelques apports théoriques pour vous permettre justement de comprendre ce qu'il se passe. Ici, précisément, il va vous apporter tout ce qu'il faut s'agissant de vos saboteurs et puis de vos sages. Et puis, une fois que vous avez pris conscience de tout ça, on passe à l'entraînement avec des exercices de mise en action qui sont la 3e partie de l'atelier. Et en fait, vous quittez l'atelier vraiment sur cette énergie, cette dynamique que vous avez mise en place pendant l'atelier où vous vous êtes entraîné. Comme toujours, nos ateliers sont complètement gratuits. Il n'y a ici aucun piège, c'est essentiel pour nous et c'est notre façon de rendre le bien-être accessible à tous. Il y a une condition cependant, c'est qu'il faut que vous soyez prêts. En fait, être intéressé par nos ateliers, c'est bien, mais clairement, ça ne va pas être suffisant. Et les premiers pour lesquels ça ne va pas être suffisant, c'est pour vous, parce que si vous êtes juste intéressé, vous allez avoir appris des choses, mais finalement, vous n'aurez pas su ou pas pu ou pas été en situation d'en tirer des éléments vraiment pratiques, tangibles, de manière à pouvoir aller initier une dynamique. Donc, c'est absolument essentiel d'être dans un état d'esprit où vous êtes prêt. Finalement, c'est une question de momentum. On va mettre à votre disposition des moyens, c'est-à-dire en l'occurrence un coach qui a travaillé pour préparer cet atelier et qui va l'animer pendant quelques heures. Donc, cet atelier-là, il est fait pour vous donner l'impulsion. Et cette impulsion, c'est vraiment clé qu'elle arrive au bon moment de votre côté, dans le bon timing. Ce qu'on entend, le timing, c'est que vous êtes dans des bonnes conditions de motivation et de disponibilité et que précisément cet atelier, il arrive au bon moment dans ce que vous êtes en train de vivre. En fait, hier, ce n'était pas le moment et demain, en fait, ce ne sera pas le moment non plus. Donc, c'est cette combinaison-là qui permet de créer la dynamique qui va vous lancer ensuite et qui va vous permettre d'instaurer durablement des nouvelles choses chez vous, du changement. Alors, pour participer, c'est très simple, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est que vous allez être amené à remplir un questionnaire d'adéquation. Ce questionnaire, il va d'abord vous permettre à vous de faire le point sur votre situation d'un côté, et puis à nous, ça va nous permettre finalement de sélectionner et de faire le choix entre plusieurs participants quand vous êtes nombreux à vouloir participer. Ça va nous permettre de donner une priorité à ceux qui sont le plus prêts et en ont le plus besoin. Ce questionnaire d'adéquation, vous allez le recevoir dans l'email que vous recevez habituellement chaque fois à la fin de nos webinaires. Une fois que vous l'avez rempli, on vous répond dans les 48 heures pour savoir si vous êtes validé pour la participation. Et une fois que vous êtes validé, vous allez recevoir une invitation à participer. Et puis, il n'y aura plus qu'à venir à l'atelier au jour et à l'heure. Pensez toujours à nous prévenir si jamais vous ne pouvez pas venir parce que votre désistement peut bénéficier à quelqu'un qu'on a mis en attente. Voilà pour cet atelier. J'espère que ce qu'on vous propose entre en résonance avec ce que vous vivez. Et je sais que vous y trouverez vraiment ce que vous avez besoin d'y trouver si vous êtes dans le bon état d'esprit. On va passer maintenant à la session des questions-réponses. Il y a quelques questions qui se sont posées au fur et à mesure de ce webinaire. Hélène, la première question qu'on me pose, c'est au sujet justement du mental fitness. Et un participant me demande si est-ce que
le mental fitness pour le cerveau, c'est comme s'entraîner à courir. Est-ce que c'est comme un entraînement sportif? Eh bien, je vais tout simplement répondre que oui. Le mental fitness, c'est exactement comme un entraînement sportif, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il faut se fixer un objectif atteignable, mais demandant des efforts. Si je suis sédentaire et que je décide de courir un marathon demain, mon organisme ne suivra pas. Il faut donc d'abord viser un objectif adapté à mes capacités et augmenter la difficulté petit à petit. Ensuite, il faut s'entraîner régulièrement. Si mon but ultime est de participer à un marathon, courir une fois par mois, ça ne suffira pas. Mes muscles, ma respiration, les battements cardiaques, il faut permettre au corps de se transformer et cela prend du temps et nécessite de nombreuses répétitions. Et enfin, il faudra mettre toutes ses chances de son côté et faciliter le travail du corps. Pour cela, le training sera complété par une alimentation adaptée, un sommeil de qualité, peu ou pas d'alcool et de cigarettes. Pour le mental fitness, l'idée est encore une fois la même. Ce sera le moment de faire le point de vos conditions de vie et de pratiques à faire évoluer. C'est très clair, ça me fait penser à ce que je vis par rapport à l'entraînement, moi, à la piscine auquel je me suis mise, effectivement. Alors, l'autre question qu'on me pose dans la logique de la première, c'est en combien de temps est-ce qu'on observe des résultats quand on s'est entraîné au mental fitness? Il y a beaucoup de personnes qui posent la question et comme d'habitude, la réponse ne plaît pas trop, mais comme pour tout changement, les résultats sont variables. Certaines personnes mettront donc plus de temps que d'autres, mais en moyenne, les recherches scientifiques sont d'accord pour estimer la mise en place d'une nouvelle habitude à 66 jours, avec des résultats pouvant varier de 18 à 254 jours. Oui, en effet. Entre 18 et 254, oui, il y a une petite marge. Mais peut-être que derrière, il y a une histoire de calibrage, en fait. Ah, sûrement. L'autre question qu'on me pose, celle-ci, ça va plus être pour Alexandre. Alexandre, tout à l'heure, tu nous as parlé du flow. Il faudrait que tu y reviennes un petit peu parce qu'on me demande plus précisément, c'est quoi ce moment? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le flow? Et c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le flow? Et ben, bien souvent, en fait, c'est sans s'en apercevoir. Souvent, le flow, on l'expérimente et c'est seulement a posteriori qu'on se dit, ah, c'était ça, j'étais bien dans ce que je faisais, quasiment. Ça aurait pu durer encore plus longtemps, j'aurais continué à faire la même tâche avec le même plaisir. Je pense qu'une des caractéristiques principales, c'est, comme j'ai déjà pu le dire dans le feedback, c'est la perte de notion du temps. Vraiment, vous lancez dans une tâche et à un moment, vous levez la tête vers l'horloge et c'est passé plusieurs heures sans que vous vous en aperceviez. Et vous étiez vraiment concentré dans cette tâche, comme je le disais, il y avait ce plaisir d'être challengé, d'atteindre votre objectif, d'être productif, mais jamais avec une contrainte, jamais avec une problématique ou un stress, mais vraiment des obstacles adaptés à vos compétences et à votre marge de progression. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que le flow, là, on a beaucoup évoqué l'exercice sportif, on a pu parler du secteur professionnel, mais le flow, ça peut aussi être expérimenté dans un contexte très personnel. Lire un bon bouquin, jouer à un jeu vidéo, passer du temps en famille autour d'un jeu de société, typiquement, ce sont des expériences de flow que l'on a déjà pu tous, je pense, avoir. Et bien qu'on ait tous un petit peu notre façon de vivre le flow, voilà, il y a ces quelques caractéristiques que je viens de lister là qui sont vraiment communes à chacun. Quand tu en parles, Alexandre, on a l'impression que, en fait, c'est pas sur le moment qu'on sait qu'on est dans le flow. On dirait que c'est quelque chose qu'on réalise finalement juste après, quand ça s'arrête. On se dit, ah ben, j'étais dans un flow. Tout à fait. Et c'est quasiment impossible de se dire, tiens, je vais rentrer dans le flow. C'est dommage, mais c'est quasiment pas quelque chose qui se contrôle. Souvent, même le premier pas est difficile quand on se lance dans une tâche qui nous amène vers le flow parce que c'est toujours un petit peu contraignant, on se lance un peu dans l'inconnu, etc. Et un des prérequis nécessaires, c'est d'avoir un objectif clair. On l'a pas mal évoqué au cours du webinaire. Et puis surtout, voilà, se lancer avec une idée précise de ce que l'on veut obtenir pour que le premier pas, qui est souvent compliqué, on le réduit au maximum de façon à pouvoir le plus vite possible transiter de ce petit point négatif là vers un contexte de flow agréable. J'ai une autre question, c'est pour Hélène en fait. Quels sont en fait les
type d'exercice du mental fitness? L'objectif du mental fitness, c'est de répondre à des situations stressantes d'une manière plus sereine. Pour cela, vous allez devoir réactiver et renforcer des réponses que vous connaissez et que vous êtes capable de donner, mais que vous n'utilisez plus. Or, ces réponses, elles partent du cerveau. C'est lui qui donne l'ordre de vous répondre par la colère, par le jugement négatif ou par la plainte. Nous proposons par exemple donc des exercices audio pour réactiver les voies neuronales positives qui vous permettront de répondre par le calme, l'empathie et la recherche de solutions. Mais cette solution, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Et donc, je peux vous dire qu'il y a aussi toute autre chose qui est bon pour s'entraîner au mental fitness. Une fois que vous serez sensibilisé à cette approche, vous verrez toutes ces possibilités plus clairement. L'important, c'est de se faire plaisir, de rester motivé et d'entretenir les bienfaits du mental fitness et de continuer sa progression surtout. Pour répondre succinctement à cette question, disons que le sport, la musique, la méditation, la marche, ou même faire la cuisine, des petits massages, ou tout simplement ne rien faire, bref, tout ce qui vous permet de faire une pause, de voir le beau et en conscience et en fait du mental fitness. Ok. Je n'ai plus, je regarde dans ma boîte à questions. Eh bien, c'est fini. Nous n'avons plus de questions. Hélène, je vais te repasser la main pour faire le récapitulatif de ce webinaire. Merci beaucoup. Oui, comme d'habitude, nous avons l'honneur de vous donner un petit récapitulatif pour que vous partiez avec des bonnes idées et le résumé du webinaire en tête. Et nous pouvons donc dire que la capacité d'un individu à gérer son bien-être de façon durable s'acquiert de 3 manières. Premièrement, en prenant conscience de son fonctionnement, en développant de nouvelles habitudes pour revenir rapidement à des émotions positives, et enfin, en apprenant à utiliser son mental de manière constructive. J'espère que vous allez retenir ça, mais aussi toutes les autres choses qu'on vous a partagées durant ce webinaire et qu'il vous a plu, évidemment. Merci encore une fois à Sylvie et à Alex d'avoir fait ce webinaire avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions qui étaient très intéressantes d'ailleurs, qui ont bien complété le webinaire. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour les webinaires suivants. Avant qu'on se quitte, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va clôturer le webinaire. Il y a une petite... alors, on va vous envoyer un email qui contient toutes les ressources, ainsi que le replay du webinaire et puis le questionnaire d'adéquation pour ceux qui veulent participer à l'atelier. Quand on va fermer le webinaire, vous allez avoir une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher. On a besoin de collecter, ça vous dure 5 secondes. Votre feedback, ça c'est essentiel pour nous, pour qu'on continue à vous proposer des choses qui vous plaisent dans nos webinaires et qui vous apportent de la valeur. Donc, prenez 5 secondes pour y répondre. Merci beaucoup. Passez donc une bonne soirée et prenez soin de votre bien-être. Merci Hélène, merci Alexandre et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.